que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas trop été salarié. Quand je te dis j'enchaîne des petits boulots, c'est souvent des petits boulots à mon compte, t'as vu? Ouais. Parce que j'ai un rapport difficile avec l'autorité, j'ai l'impression, t'as vu? Un petit boulot. Ben, ces petits boulots, ils ont commencé après que je ferme ma première société. D'accord. Et je crois que le pire, ça a été chauffeur-livreur. Franchement, respect aux chauffeurs-livreurs. Respectez-les, voilà. C'est un travail de fou. Je commençais à quelle heure? Je commençais à 4h30 Ouais. et je descendais à 19h. Ouais. Et je gagnais 65 €. Oh! T'imagines? Ça veut dire, moi, j'ai dû faire 2 mois de travail avec lui. Et très vite, j'ai voulu entreprendre de faire la même chose que lui. T'as vu? Je voulais être vizir à la place du vizir. Moi, quand c'est ça, quand je rentre dans une place, j'analyse un peu Ouais. et j'essaye de chercher la place qui pourrait être la plus à l'aise pour moi. Et au final, on se dit que ouais, c'est mon pote, c'est mon asso, c'est mon frère. On se fait confiance. On trouvera toujours une manière de gérer. Mais c'est là qu'on a tort. Moi, je pense que dès le début, il faut mettre les choses par écrit. Comme ça, dès que les difficultés elles arrivent, c'est mieux de s'appuyer sur quelque chose d'écrit que sur des on-dit. Ouais. Après, ce qu'on a tendance à faire, nous, dans les quartiers, c'est de voir quelqu'un réussir et de copier bêtement. Ouais. Et au final, tu sais pas par quoi il est passé pour réussir. Bienvenue dans ton émission Business Street Work. Ça se passe ici même, au Ginger, 1 route du pavé blanc, Clamart. Aujourd'hui, on va recevoir un invité, et pas des moindres. On reçoit un homme qui provient de la street, qui a fait ses classes dans la street, et qui va nous raconter son histoire. Donc je vais lui laisser la parole. Bienvenue à toi. Nasso, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Tranquillement? Tranquille. C'est une galère à attraper. Hein. C'est pas simple, pas simple. Tu connais le boulot, tout ça. Ouais. On fait comme on peut. Oh bah c'est cool, c'est cool. Déjà, merci d'avoir accepté l'invite. La Normal. vérité, pour moi, c'est important, pour toute l'équipe. Ok. Et je sais que ton temps est très occupé, mais On va pas le dire comme ça. Mais, Je travaille comme tout le monde. bon, en tout cas, merci, ça me fait plaisir de ouf. Je dis rien. Bah déjà, nous on se connaît déjà très bien, mais présente-toi déjà, bah, t'es qui? Tu représentes quoi? Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lasso, 37 ans. Je viens de Uni. Ouais. C'est une petite ville pas loin de Massy, en Essonne, banlieue sud. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Et genre, alors, toi tu viens d'un quartier spécifique de Uni. Quartier, ouais. Un petit quartier, hein. Un Ouais. petit quartier. Mais Tu connais. Mais bon, c'est un quartier que nous, en tout cas, habitant dans cette la zone. dans cette zone-là, on connaît très bien. Et dis-moi, toi, étant donné que tu es né au milieu des années 80, dis-moi, t'es né en France, toi, ou pas? Je suis pas né en France, mais je suis arrivé très jeune. Je suis arrivé, j'avais 2 ans. Ouais. Donc j'ai fait toutes mes classes avec les gens de ma génération. Donc c'est tout comme quoi, au final. T'es comme 5-20, t'es un blédard devenu banlieusard ou comme beaucoup? Il y a un Ouais, blédard comme du beaucoup. banlieusard et je l'ai dit sans mal. Je suis Ouais. né au bled. Mhm. Après, j'ai le même parcours que tous les petits qui sont nés ici. Donc je suis pas. Je vais pas me revendiquer plus blédard qu'un autre. Mais ouais, je suis né au bled. C'est où ton bled à toi? Moi c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, ouais. On y reviendra. Ok. Je t'ai dû poser la question, moi je le sais. C'est, tu vois, Pour les autres. voilà. Du coup, ta street, elle ressemble à quoi toi? À la fin des années 80, début des années 90? À fin des années 80, début 90, quand j'étais petit, c'était pas un quartier chaud comme on peut imaginer, mais ouais, c'était la galère. On a connu la galère aussi. Ouais. On n'a pas eu autant de violence peut-être que dans d'autres quartiers, mais la Hesse, on a bien senti nous aussi, on va dire. C'était mélangé un peu chez vous, c'était comment? Quand j'étais jeune, il y avait pas tant, comme c'est une petite ville, il n'y avait pas tant de familles d'immigrés encore. Il y en avait quelques-unes, mais on se connaissait tous. Parce que justement, il n'y en avait pas beaucoup encore à ce moment-là. Mais ouais, il y avait beaucoup comment dire, de Français de souche, si je peux dire. Ouais. Mais c'était quand même la galère pour eux aussi, quoi. Du coup, tu fréquentais parce que dans l'inconscient des gens, en tout cas, moi j'ai eu des conversations avec des gens qui disaient que, étant donné que c'était encore les années 80-90, à l'époque, dans notre inconscient, c'était
bah, les Noirs et les Arabes, ils étaient pauvres et les Blancs étaient riches. Tu confirmes ça, toi? C'était comme ça, c'est toi? Les Noirs et les Arabes, ils étaient plus pauvres que les Blancs, je vais te dire. Ouais. Après, j'ai connu des Blancs aussi qui galéraient. Ouais. Mais les Noirs et les Arabes, ouais, on était malheureusement le fond du panier à l'époque. C'est comme ça que je le voyais en tout cas. Et avec le temps, ouais, il y a eu plus de familles, plus de Noirs, plus d'Arabes. Et là, j'ai pu voir que très vite, il y avait des Noirs et des Arabes qui s'en sortaient aussi dans ces quartiers-là. D'accord. Donc en fait, vous avez grandi un peu dans un tronc commun où c'était vraiment un mélange, quoi. Voilà, un vrai mélange. Ouais. Ok, bah c'est cool. Et du coup, toi, ton cursus scolaire, t'as fait des longues études, t'as fait des petites études, t'as fait quelque chose, J'ai été un peu à l'école. Des longues études, non. Ouais. J'ai fait comme beaucoup à mon époque. À mon époque, il s'agissait d'aller au bac déjà. Ouais. Dès que tu avais ton bac, après, c'était déjà un tournant. Ça, c'était le Graal, ça. C'était le Graal. Tu rentrais à la maison, j'ai eu mon bac. Ça y est. C'est la teuf. un homme. C'est la teuf. Donc, ouais, j'ai fait comme beaucoup. J'ai été jusqu'au bac. Après, j'ai embrayé sur un BTS. Et très vite, voilà, j'ai répondu à l'appel de l'argent, malheureusement. Mais ouais, au final, on va dire que j'ai un bac. Ouais. Voilà. Et du coup, tu nous dis que tu as répondu à l'appel de l'argent, du coup. Parce que du coup, les études supérieures, ça t'intéressait pas ou parce que l'école, c'était comment? Moi, en tout cas, pour moi, perso, Ouais. c'est pas que ça m'intéressait pas. C'est que sur le moment, j'en voyais pas l'utilité. Ouais. Tu vois, tu arrives à un âge où tes potes ils commencent à avoir de l'argent, tu as envie d'avoir de l'argent aussi, tu peux pas toujours aller demander à tes parents. Et moi j'ai une famille nombreuse, tu as vu. Ouais. Ça veut dire, je peux pas aller m'arrêter toutes les semaines, demander à papa, maman, ouais, donne-moi ci, donne-moi ça. Donc à un moment, tu veux être autonome un peu. Et malheureusement, l'école, ben, à cette époque-là, ça rime pas avec l'argent. La précarité a fait que tu as dû te sentir obligé Voilà, d'aller faire plutôt des sous plutôt que... plutôt que de continuer l'école. Et ces sous-là, comment toi tu te débrouilles du coup? Comment tu hustles toi pour faire de l'argent toi, à cette époque-là? À cette époque-là, mais comme beaucoup, à cette époque-là, je sors de l'école, je connais pas grand-chose. Bah, je vais chez McDo. Je vais chez McDo. Le McDo du Pileux à côté là. McDo du Pileux. Ah, on est tous passés par là. Ça fait partie de la formation ce McDo-là, je crois. La vérité. Un petit bonjour à Eko au passage. Un grand bonjour à Ekoué. Un grand bonjour à Ekoué. Donc, Si ouais, tu entends ce message, un grand bonjour à toi. on est passé par là, McDo du Pileux, quelques temps. Après, malheureusement pour moi, l'aventure au McDo, elle a tourné court. Donc il a fallu... T'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait un an. Un an? Ouais, un an au McDo là-bas. Ouais. J'ai eu quelques problèmes malheureusement parce que j'étais pas des plus simples quand j'avais 17-18 ans. Ouais. Donc mon aventure elle a été écourtée et c'est là qu'il a fallu faire preuve de, comment dire, de débrouillardise. C'est là que ça commence vraiment la débrouillardise, si tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ok, ouais, je vois totalement. Donc là, tu vas rentrer dans un autre type de hustle. On peut dire ça comme ça. Ouais. Parce que là, je vais commencer à vraiment, comment dire, à vraiment faire preuve d'imagination. Ouais. Tu vois, c'est vraiment moi qui dois aller chercher ce dont j'ai besoin là. Et là, c'est plus pareil. Du boulot quand tu as 17-18 ans, tu n'en trouves pas facilement. Ouais. Donc tu commences à explorer d'autres options. Et tu regardes ce qui se fait autour de toi, ce qui existe, et comment les gens ils arrivent un peu à s'en sortir. Et à cette époque-là, voilà, j'ai quoi? J'ai 19 ans, je crois. 19 ans. L'âge un peu révolté un peu. Voilà, où Un peu dur. Exactement, 19-20 ans. 19-20 ans. Et je vois des gens autour de moi qui s'en sortent plutôt bien sans forcément passer par cette case boulot, McDo. Donc je commence à m'intéresser à ces moyens de faire de l'argent par des voies parallèles, je vais dire. Ouais, des voies sous-marines. Voilà. Et ouais, donc j'approche 2-3 potes, Ouais. 2-3 gars qui viennent de quartiers plus huppés, plus grands, qui ont accès à des choses que nous, à Igny, on ne connaît pas trop encore. Ouais. Et c'est là que ça démarre, quoi. Ok. Donc tu es là-dedans. Est-ce que toi, quand tu es là-dedans, ça t'est profitable? Au final, sur le moment, tu as l'impression que ça t'est profitable. Parce que le but, au final, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent. Ouais, c'est ça. Et très vite, tu as accès à de l'argent. Mais il y a un revers à la médaille. Il y a un revers à la médaille. Tu commences à devoir te cacher un peu, à devoir mentir.
Parce que tu connais, nous, chez nous, les parents, comment ils sont. Tu peux pas rentrer un truc qui brille un peu sans qu'on te demande d'où ça vient. C'est ça. Donc tu commences à, malheureusement, tu as de l'argent, mais voilà, tu commences à devoir mentir, à devoir te cacher, à devoir toujours être un peu voilà, aux aguets, faire attention à tout ce que tu fais. Et donc là, ça commence à, moi en tout cas pour moi, ça commence à faire ressortir des mauvais traits de ta personne, si je peux dire. Et à ce moment-là, on est à quelle période à peu près? Voilà, c'est encore au début. J'ai commencé, comme je t'ai dit, je devais avoir 19-20 ans. Donc on est Tant que ça se lance bien, ça a dû mettre... Ça va très vite. Hein. Ouais. Par contre, ça, en tout cas pour moi, je viens d'une petite ville. J'avais pas beaucoup de concurrence, si je peux dire. Ouais. Donc ça va très vite. Au bout de, ouais, même pas un an, tu sens que tu commences à avoir une vie agréable déjà, on va dire. Ouais, ouais. Mais Du coup, alors, une petite ville, ça va vite. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un revers de la médaille. Donc, je pense qu'on a tous compris de quoi il s'agissait. Mais c'est quoi ce revers de la médaille dont tu parles tant? Parce que ça a été profitable sur toi, ça a été profitable sur quels aspects à peu près? franchement, ça m'a été profitable. Premier aspect, c'est la liberté financière. Ouais. Voilà, j'avais de l'argent. Ouais. Et voilà, je pouvais faire à peu près ce que j'avais envie de faire à cet âge-là. Tu connais, tu es un gamin, tu n'as pas de grandes responsabilités. Ouais. Tu veux t'habiller, tu veux te faire kiffer avec les potes. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir des grosses sommes. Ouais. Moi, j'avais un délire, j'aimais bien les voitures. Ça m'a permis d'avoir mes premières belles voitures, on va dire aussi. Donc ça suffisait à mon bonheur à ce moment-là. Mais le revers de la médaille, il est que je viens d'une petite ville. Ça se voit très vite, les rumeurs elles partent encore plus vite, donc très vite tu es stigmatisé comme un voyou, comme quelqu'un de voilà, Pas fréquentable. peu fréquentable on va dire. Parce que je me connaissais aussi, j'étais pas un méchant garçon, mais quand ça va trop vite à un moment ça devient trop voyant. Ouais. Donc après, et malheureusement aussi quand ça va vite, moi en tout cas ça a été mon cas, tu peux tomber facilement dans une forme d'arrogance. Tu vois, tu peux commencer à te croire plus malin que les autres. Parce que voilà, toi tu as réussi très rapidement là où tu vois que d'autres y rament un peu encore. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais c'est tout ça que j'appelle le revers de la médaille, dans le sens où ça fait pas de toi quelqu'un de forcément meilleur ou de quelqu'un de bien en tout cas je vais te dire. Parce que tu as de l'argent. Alors, tu m'as cité un peu les côtés, on va dire, on va pas dire péjoratif, le côté malsain un peu du truc. Mais tout en citant en même temps les côtés où le gain d'argent rapide, etc. Et concernant les aptitudes maintenant, que ce truc-là En fait, ouais, c'est ça que j'allais dire. Dans les côtés que je mettrais un peu dans les côtés néfastes, Ouais. c'est que quand, en tout cas, moi je parle de mon cas perso, encore une fois, Ouais. quand j'ai commencé ça, tu t'imagines pas, tu pourras faire de l'argent autrement. Ouais. Ça veut dire très vite, tu vois pas le bout du truc, tu vois ou pas. Moi en tout cas, quand je suis rentré, à la base, je m'étais dit, bon, je fais un petit peu histoire de mettre un peu d'argent dans les poches, j'arrête. Je m'étais fixé un palier, je l'ai atteint, j'en ai fixé un autre, et au final, je voyais plus la fin, tu vois. Ouais. Alors que je me dis, comme tu as dit, ça t'apporte quelques aptitudes. Mais sur le moment, tu t'en rends pas compte parce que c'est nouveau pour toi. Tu apprends des choses sans te rendre compte même que tu apprends des choses. Ça m'apprend quelque part à gérer un business. Ouais. Tu t'en rends pas compte tout de suite, Ouais. mais ces aptitudes-là, tu pourras les retranscrire après dans le monde du travail. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ça veut dire sur le moment, toi, tu es là en train de gérer ton business, mais tu n'es même pas en train de savoir que tu es en train de te former sur quelque chose qui pourra te servir si tu arrêtes le business demain. Quoi. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu, mais je l'ai eu qu'après coup, quoi. Que quand j'ai arrêté mes bêtises. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait arrêter ça du coup? Ah, tu connais, hein, quand tu joues, tu perds des fois. Et à un moment, ouais, game over. Bon, Ouais. j'ai perdu. Ce qui dit perdre, dit repartir de zéro. Donc, ouais, tu repars de zéro. Moi, perso, j'ai essayé, j'ai vu, j'ai fait le tour.
J'ai perdu, je suis reparti de zéro. Je ne voyais pas repartir dans ça. Quand je suis sorti, si je peux dire, je me suis dit non, c'est bien, mais ça en vaut pas le coup, t'as vu. Parce que quand tu as tes problèmes là, tes problèmes ne touchent pas que toi, ils touchent ta famille. Et ils sont beaucoup plus impactants au final pour ta famille que pour toi. Il y a beaucoup de gens qui disent que si j'étais orphelin, je ferais des dingueries. Je pense que je serais de cela moi aussi. Mais alhamdoulilah, je ne suis pas orphelin, t'as vu. Quand j'ai eu mes galères, mes parents, ils ont été là. Et ça m'a fait comprendre que tes bêtises, au final, elles n'impactent pas que toi. Et comment ta sphère familiale, justement, comment elle voyait ça, du coup? Tes frères, tes soeurs, tes parents? Tu vois, chez nous, en tout cas, je pense que c'est beaucoup comme ça dans beaucoup de familles noires. Ouais. Il y a comment dire, il y a un silence qui règne. Ouais. Ça veut dire, on sait, mais on ne parle pas. Je vois Ça très veut bien. dire, mes parents, ils n'étaient pas sûrs, mais ils avaient des doutes. Et tant qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne peuvent pas venir, comme on dit, t'affranchir et te mettre face à ce que tu fais. Ils avaient des doutes, ils n'en parlaient pas. Donc, il y avait un malaise. Ouais. Il y avait un malaise. Mais quand tout tombe, toutes les cartes sont retournées, ben là, tu ne peux plus mentir. Ouais. Et voilà, mes parents, ils m'ont fait comprendre que voilà, c'est pas... Ah, on va dire, c'est le vrai revers de la médaille, c'est plus la déception, on va dire. La déception, mais ce revers-là, comme tu dis, ce revers, il arrive vraiment tard. Ouais. Quand t'es cramé au final. Ouais. Quand tu peux plus faire semblant que non. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je faisais ça, je faisais des petits business, des vêtements, des trucs, pour essayer de dissimuler un peu ce que tu fais réellement. Ouais. Et les parents, ils sont pas dupes. Tu vois, les parents, ils sont pas dupes. Et tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux, les parents, ils sont pas fiers au final. J'ai entendu un vieil homme qui n'est pas si vieux que ça dire c'était quoi son adage? Je crois que c'était un vieil homme debout voit plus loin qu'un jeune homme assis. Un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. C'est ça? Ouais. Un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Bien sûr. Parce qu'on peut s'imaginer que... Qui ne capte pas vraiment alors qu'il capte très bien. Il capte très bien. C'est nous, quand on est jeune, on pense qu'on est plus de spi, plus de trucs que nos parents. Et tout ce qu'on a fait là, ils l'ont vu avant. Donc, pas de secret pour eux, quoi. Exactement. Mais en tout cas, ils ont été là et ils t'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, franchement. Et du coup, ça va laisser la transition à savoir maintenant qu'est-ce que toi, après cette mauvaise épisode, on va dire, où tu as retenu forcément tes leçons et tout, mais surtout que ça pas de regret, j'imagine. Parce qu'il fallait peut-être passer par là pour que tu vois. Ça fait partie de ma formation. Ouais. Voilà, on n'a pas tous le même cursus. Moi, je pense ça comme ça. Je me dis que ça fait partie du mien, quoi. Ok. Bah, c'est une bonne mentale. Et du coup, tu vas transiter, tu vas devoir rebondir. Bon, je vais devoir rebondir. Ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire au final. C'est pas facile de se réinventer dans le sens où quand tu as des idées arrêtées, te rendre compte que tout ce que tu pensais jusqu'ici c'était faux, je pense que c'est pas simple. Ouais. Moi j'ai galéré, hein. J'ai galéré quand j'ai voulu repartir sur quelque chose de plus sain, j'avais voilà mes dernières économies, je les ai mis dans une première petite société. C'était une société dans le bâtiment, je me rappelle. Ça a bien démarré, donc très vite ça m'a donné goût au travail. C'est une chance peut-être que j'ai eue, ça m'a donné goût au travail. Mais malheureusement, il y a eu la crise qui est passée par là très vite après. Ouais. Dans le bâtiment, il y a eu une grosse crise entre 2000, je crois c'était quoi? Ouais, vers 2010-2011. Ouais. Il y a eu une grosse crise, ça veut dire que j'ai démarré fort. Mais très vite ça s'est calmé et très vite j'ai dû mettre la clé sous la porte parce que voilà, j'arrivais plus à faire face. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup de boulot au démarrage, et très vite plutôt, beaucoup moins de boulot. Donc j'ai ouvert cette société qui a dû durer 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Après ça, j'ai fait chauffeur-livreur. Ouais, c'est ça que je voulais parler. Parce que tu m'avais évoqué le fait que tu as dû commencer
Tu avais fait plein de petits boulots en off. Plein de petits boulots. Ben, ces petits boulots, ils ont commencé après que je ferme ma première société. D'accord. Et je crois que le pire, ça a été chauffeur-livreur. Franchement, respect aux chauffeurs-livreurs. Respectez-les, voilà. C'est un travail de fou. Je commençais à quelle heure? Je commençais à 4h30 Ouais. et je descendais à 19h. Ouais. Et je gagnais 65 €. Oh. T'imagines? Parce que chauffeur-livreur, il y a tout type de chauffeur-livreur. Mais moi, on devait faire la chaîne. Ceux qui ont fait ce boulot, ils savent de quoi je leur parle. Mais- Tu devais faire la chaîne, récupérer tes colis, ranger ta tournée. Et après seulement, tu partais en tournée. Alors, est-ce que. Là, on est à quelle période là du coup? Là, c'est après ma première société dans le bâtiment. Quelle année? C'était 2011. Parce que là, on a affaire à un nouveau type de chauffeur-livreur qui ne veulent pas monter les colis Voilà, qui à la récupère. maison. Monter les colis jusqu'à la maison, arrêtez de déconner là. Non, ça c'était un message, c'est important. Et du coup, tu fais ta tournée. Donc tu es dans une société. Je travaille pour un gars, ouais. Ok. Je fais ma tournée et je commence comme je disais 4h30, je finis à 19h, je gagne 65 €. Pareil. Je me dis, c'est ouf. si tu fais le taux horaire, je crois, je me rappelle plus, mais ça m'avait choqué. Je crois que tu es à 3 ou 4 € de l'heure. Je me rappelle plus exactement les chiffres, mais c'était un truc de fou comme ça. Et à côté de ça, je vois que le gars pour qui je bosse, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, je me dis, attends, il y a quelque chose à faire, je suis juste pas à la bonne place. Ouais. Et de là, je me dis, ah, comment lui, il s'est retrouvé de l'autre côté, en mode à avoir des tournées. Ça veut dire, moi, j'ai dû faire 2 mois de travail avec lui. Et très vite, j'ai voulu entreprendre de faire la même chose que lui. T'as vu, je voulais être visière à la place du visière. Moi, quand c'est ça, quand je rentre dans une place, j'analyse un peu Ouais. et j'essaye de chercher la place qui pourrait être la plus à l'aise pour moi. Donc, j'ai voulu me mettre dans le transport. Ouais. Après, au final, trop de barrières, j'ai laissé tomber très vite. J'ai fait quoi? J'ai fait d'autres petits boulots. C'était quoi les barrières exactement? Au final, gagner des tournées, ça sort pas comme ça au final, tu vois. En vrai de vrai, quand on est jeune, on est très pressé. Mais lui, ce que je savais pas, c'est qu'il avait eu ce poste de chauffeur-livreur comme moi là pendant plusieurs années. Donc il avait eu le temps de se créer du relationnel, de se faire une réputation. Et ce qui lui a permis de démarrer avec une tournée, et ensuite d'enchaîner 2, 3, 4 tournées. Alors que moi, ce que j'aurais voulu, c'était très vite avoir mes 5 camions qui tournent. Bon, je ne savais pas comment j'aurais fait d'ailleurs à l'époque, mais 5 camions qui tournent et juste encaisser quoi. Donc, Je vois. voilà. Et du coup, après, tu as enchaîné. J'ai arrêté très vite, comme je t'ai dit, et j'ai enchaîné sur d'autres petits boulots. J'ai fait un peu de sécurité. J'ai fait quoi encore? Tu as fait de la sécu. Ouais, un petit peu. Bon, après en complément, tu connais, Ouais. tu as un pote à toi qui fait de la sécu, tu l'accompagnes sur des petites soirées ici et là. Tu te pèles les miches en hiver. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Et très vite, il y a Uber qui est arrivé. Je crois que c'était 2014. Ok. J'ai dû faire d'autres petits boulots entre temps. Il y a Uber qui est arrivé vers 2014. Alors, je t'arrête là. Moi, là, comment dirais-je? Ce que je vois là, la vision que j'ai, c'est que quand tu essaies de rebondir, tu mets tes derniers bails, tes derniers sous dans une société, Ouais. ça marche pas. Je vois un peu comme une sorte d'épuration un peu. Comme si ce peu de capital qui te restait, Il est parti. il est parti, il fallait le balayer. Ensuite, il fallait que tu te reconstruises. Donc du coup, en tout cas, il fallait que tu aies une situation. Donc tu as fait plein de petits boulots. Ça a duré 3 ans, c'est ça? Ouais. Pendant 3 ans, tu fais que charbonner. Tu bosses. Exactement. Ensuite, en France, il y a un acteur qui rentre en scène, un acteur entrepreneurial qui rentre en scène, c'est Uber. Exactement. Bon, ils sont pas entrés Là, on est en 2014, c'est ça? Ouais. Bon, ils sont entrés un peu plus tôt, mais toi, tu rentres en 2014. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Je sors d'un petit boulot encore. Je sais plus c'était quoi à l'époque. Bon, un petit boulot encore casse-pipe, hein, parce que comme je t'ai dit, pendant 3 ans, ça a été un peu la traversée du désert. Et j'entends parler d'un boulot où tu as beaucoup de liberté. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas trop été salarié. Quand je te dis j'enchaîne des petits boulots, c'est souvent des petits boulots à mon compte, t'as vu? Ouais. Parce que j'ai un rapport difficile avec l'autorité, j'ai l'impression, t'as vu?
Comme beaucoup. Comme beaucoup. Comme beaucoup qui ont grandi dans les quartiers, c'est vrai. Hein. Ouais, on n'aime pas le. On n'aime pas trop qu'on nous dise quoi faire. Du coup, j'entends parler d'Uber, un boulot où il suffit de conduire et tu travailles quand tu veux. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas tenter. Il y a un grand de chez moi, Sabi, je le salue au passage, qui m'initie. Il me fait rentrer dans sa flotte et je commence à travailler pour lui comme ça. Ça veut dire, en plus, tu arrives, très belle voiture, tout ça. Au début, tu dois t'habiller en costume, donc ça fait plaisir aussi. T'es là, nous, on n'a pas souvent l'occasion de sortir les costumes, si c'est pas les mariages. Ouais, les baptêmes. Voilà, les costumes, ils restent dans les placards. Donc là, très propre sur toi, tu conduis des gens. Donc ouais, ça me parle. Ok. Je commence. Et très vite, pareil que dans le boulot de chauffeur-livreur, je me rends compte que le mec au-dessus, il est à la bonne place. Donc c'est souvent ce truc où tu rentres, mais tu as comme cette vision de... Exactement. En fait, il y avait la première fois, je suis rentré trop pressé. J'ai voulu, moi aussi, monter, avoir plusieurs camions. Ouais. Là, je suis rentré, j'ai pris le temps d'apprendre le boulot, savoir de quoi il s'agissait réellement. J'ai un peu vu les avantages et les inconvénients. Ouais. Et je me suis... Bon, ça ne s'est pas fait en quelques mois. Hein. Ouais. Ça a peut-être pris 2 ans. Je me suis lancé moi aussi à embaucher des gens. Ok. D'ailleurs, après, très vite, on va collaborer, toi et moi. C'est vrai. Mais ça c'est parti comme ça. J'ai commencé à balader des gens, ça a traîné peut-être 2 ans. Et après, j'ai commencé à acheter moi aussi mes premières voitures. Ok. Qui m'ont permis d'être, on va dire, mon propre patron. Mais du coup, avant d'arriver à ce statut de PDG, parce que c'est un peu ça, hein, PDG, c'est beaucoup. Ouais, dire. on aime bien dire PDG pour Martin Bouygues. Quand tu es patron de ta société, tu es PDG. Ouais. Maintenant, avant d'arriver à ce stade-là, c'est quoi les étapes en fait? Parce que là, on voit beaucoup de chauffeurs Uber, de gestionnaires, de capacitaires. C'est quoi ces étapes-là avant d'arriver là? Les étapes pour moi en tout cas, comme je t'ai dit, j'ai tourné. Ouais. À cette époque-là, Uber, c'était pas comme aujourd'hui, tu pouvais faire de l'argent vraiment. Ouais. T'as vu? Donc moi, j'ai tourné pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté, t'as vu? D'accord. Et après ça, je suis quelqu'un, j'ai un bon relationnel en général. Donc ça a été des rencontres, ça a été des collabs avec certaines personnes. J'ai su utiliser mon réseau à bon escient. Ça veut dire la première voiture que je l'ai achetée, j'avais un petit peu de sous. J'ai un ami à moi dont je tairai le nom, qui m'a poussé un peu, qui m'a aidé à acheter ma première voiture. On l'avait à 2. On l'a loué. J'ai commencé à rentrer de l'argent en louant une voiture et en travaillant moi aussi à côté. Okay. Ça veut dire que j'avais 2 rentrées d'argent. Ouais. Et très vite, tu te rends compte que 2 rentrées d'argent, ça te permet d'acheter une 3e voiture et ainsi de suite, tu as vu. Donc très vite, je me suis retrouvé avec plusieurs voitures, comme ça. Okay. Et donc du coup, tu continues dans cette lancée, ça va jusqu'à quand exactement? Les voitures, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans les voitures. Hein. Jusqu'à aujourd'hui? Franchement, quand tu trouves un filon qui marche, pourquoi le lâcher? C'est vrai. Et ça marche aussi bien qu'à l'époque? Différemment. Moi, après, aujourd'hui, je conduis très peu. Ouais. Mais le modèle, pour ceux qui connaissent, il a un peu changé. Ouais. Maintenant, c'est vraiment de la location pure, alors qu'avant, c'était des rattachements pour ceux qui connaissent. Ils vont savoir de quoi je parle. Ouais. Donc, le modèle est un peu différent. Mais le modèle de business a changé. Voilà, le business plan, il a changé. Et c'est ça, Ce qui est important, je pense, quand tu veux rentrer dans les activités comme ça, c'est de savoir s'adapter en permanence. Mais du coup, parce que moi, de mon expérience aussi, de ce que j'ai vu, c'est qu'avant, c'était le foutoir. Alors, il y a... Parce que moi, ça, je l'ai fait un petit peu aussi avant. On a commencé avec Hitch. Les gens vont savoir de quoi ça parle. Et quand on rentrait avec Hitch, c'était le sbeul. On va dire, utiliser les termes adéquats. Tout le monde rentrait avec n'importe quelle voiture. Uber aussi l'ont fait. On pouvait rentrer avec n'importe quelle voiture. Les taxis qui voulaient nous savater sur la route. Des dommages collatéraux. On avait de toutes les couleurs. C'est clair. Et même moi, j'ai vu mon grand frère faire ça aussi dans ces années-là. Et beaucoup de manifestations, c'était sauvage. Donc, est-ce que
toi, tu as été confronté à ça, mais est-ce que toi, en amont, est-ce qu'il y a une formation pour faire ça? Ou à l'époque, c'était tout le monde rentrait. Au début, c'était vraiment tout le monde rentrait. Il suffisait d'avoir ton permis B. Et c'était tout. Et ça y est, c'était parti. Quelle époque. Franchement, Quelle époque. c'était pas mal. Après, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, justement, parce que le foutoir que tu décrivais là, Ouais. il a dû pousser à une certaine réglementation, je pense. Et ils ont structuré leur truc. C'était, je pense, c'est comme tout, c'était le temps que ça se mette en place. Ouais. Après, ouais, non, moi, j'ai pas trop été confronté à ces difficultés. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être eu un peu de chance, mais. Pas une bagarre sur Paris, bloqué entre deux taxis là qui veulent te. Ouais, bloqué par les taxis, ça m'est arrivé, mais rien de méchant, rien de Ouais. méchant. Ouais, au final, rien de méchant. Bon bah c'est cool alors. Et du coup, t'es comment dirais-je? Bon, tu continues cette activité jusqu'à aujourd'hui. Le modèle de business a changé, comme tu l'as cité. Voilà, il y en a, il y a rattachement, etc. Est-ce que c'est encore viable? Parce qu'on a parlé de la loi, enfin de ce qui a bloqué en tout cas l'accès au métier à ceux qui ont un permis B. Il a fallu ensuite passer une formation. Ouais, ils ont professionnalisé le truc. Ils ont ouais. professionnalisé le truc. Ouais. Alors, moi, je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Au départ, on renchonnait tous, mais au final, c'est une bonne chose. Clairement. Parce que on voyait des gens qui n'avaient pas le permis qui le faisaient, d'autres Ouais, qui n'avaient les pas dérives, d'assurance. bien sûr, quand c'est flou, de toute façon, il y a toujours quelqu'un pour en profiter. On a même vu des gens cartonner leur voiture à plusieurs reprises, ils dormaient en volant. On a tout vu. C'est fou. Ouais, parce qu'à une époque, comme tu dis, tu pouvais travailler des 18 heures d'affilée, personne ne te disait rien. Maintenant, ils ont vraiment structuré le truc. Tu peux travailler 10 heures, par exemple. C'est quoi la formation pour accéder à ce métier maintenant? Ouais, c'est une formation de carte VTC. Pour avoir la carte VTC, c'est une formation théorique plutôt balourd. Ouais. Un peu de français, un peu de maths, je crois. Un peu d'anglais, franchement un niveau très basique. Et des notions en économie, en gestion d'entreprise, ce type d'activité, ce type de matière, si je peux dire. Ok. Voilà. Donc moi je trouve en tout cas que ça c'est une bonne chose. Et du coup, maintenant comment dirais-je, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu continues. T'es spécifiquement dans le VTC ou plus dans les voitures? Je suis dans les voitures, mais spécifiquement dans le VTC, parce que moi, toutes les voitures que je loue, elles ont un rapport avec le VTC. Ça veut dire que toutes mes voitures, c'est des voitures qui sont amenées à être entre les mains d'un chauffeur VTC. Quoi. D'accord. Maintenant, après, une fois qu'il a loué, il fait ce qu'il veut avec. Ouais. Mais moi, je ne loue pas des citadines, par exemple, ou ce type de voiture. C'est vraiment que des voitures pour l'activité de chauffeur VTC. Si quelqu'un veut te faire ça, toi tu lui conseillerais quoi? Rentrer par quoi? Parce que on voit ton parcours, donc on voit que tu as dû travailler d'abord, t'auto-former, et ensuite quand tu as compris le filon du truc, tu as commencé à le faire. Mais on voit beaucoup de gens qui pensent que, un peu comme ces influenceurs sur YouTube là, qui sont là et disent tu peux démarrer avec tant ou ça. Nous c'est, comme disent les Peuls, c'est ligué. On travaille. Ouais. C'est comme les Sonic qui disent, Golnia. On bosse. Tu conseillerais quoi, toi, à quelqu'un qui a envie de démarrer ça, en fait, tout simplement? Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de réussir là-dedans, en vrai. Parce que moi, je suis passé par un chemin qui a été long, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire beaucoup plus court, surtout si tu veux faire que de la location, par exemple. Ouais. Après, ce qu'on a tendance à faire, nous, dans les quartiers, c'est de voir quelqu'un réussir et de copier bêtement. Ouais. Et au final, tu sais pas par quoi il est passé pour réussir. Donc, tu n'aurais pas lui demander directement les tips à lui pour pas qu'il pense que. tu peux lui demander même les tips, mais au final, il va te parler que de ce qui a marché. Il va pas te parler de tout ce toutes les galères qu'il a connues et qui au final l'ont forgé et font qu'aujourd'hui il arrive à faire face. Ça veut dire que toi, tu vas te lancer facilement et les difficultés vont arriver plus tard et tu vas avoir plus de mal à y faire face. Moi, je pense qu'il faut y aller step by step. Si tu veux démarrer, sois pas gourmand. Démarre tranquille avec une ou deux voitures. Tu vois, tu vas apprendre un peu les contraintes du métier et après tu évolues. Mais si tu viens direct en voulant voir trop gros, eh ben, tes problèmes ils vont être aussi gros. Et là, tu auras plus de mal à y faire face. C'est quoi le truc que toi, sur quoi tu mettrais en garde si tu devais parler à quelqu'un qui a l'idée de se lancer dans ça? Admettons, moi je vois par exemple sur le relationnel, je vois beaucoup de gens qui font des contrats tacites.
qui juste sur la parole, ce genre de choses, qui rédigent rien. Je vois d'autres gens qui contrôlent pas leur matériel. Qu'est-ce que toi tu as pu voir et qu'est-ce que tu conseillerais toi de ton prisme Déjà, je déconseillerais le copinage. Parce que le copinage, ça a du bon, mais comment dire, ça fait plafonner beaucoup de choses aussi. Parce que quand on est entre amis, on a tendance à pas écrire. Et c'est pas écrire, des fois, c'est même pas de la malhonnêteté, ça crée des malentendus. C'est ça. Tu vois ou pas? Il y en a un, il pense que l'autre, il pensait que ça c'était clair. Vaut mieux tout mettre par écrit. Tu vois, parce que 6 mois plus tard, quand on fait face à des difficultés, vaut mieux pouvoir s'appuyer sur des écrits que sur des on-dit. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que dans la street, les gens vont s'associer sans rien rédiger. Ils vont faire les choses. Voilà, on a une idée, on y va et on voit ce que ça va donner. Et après, quand il y a du bif qui commence à rentrer, il commence à avoir des couacs. Ça, on a vu 1000 exemples. On a vu 1000 exemples. Mais pourquoi? Parce que dans la street, on a comment dire, c'est cette impression que ne pas noter, c'est se faire confiance. Ne pas écrire, du moins. Déjà, c'est la facilité. On va pas se mentir, on aime bien la facilité. Et au final, on se dit que ouais, c'est mon pote, c'est mon asso, c'est mon frère. On se fait confiance. On trouvera toujours une manière de gérer. Mais c'est là qu'on a tort. Moi, je pense que dès le début, il faut mettre les choses par écrit. Comme ça, dès que les difficultés elles arrivent, c'est mieux de s'appuyer sur quelque chose d'écrit que sur des on-dit. 6 mois plus tard, ce que tu as dit, ben, ta manière de le percevoir elle peut être différente de la manière que moi j'avais de le percevoir, tu vois ou pas. Donc moi, si je peux donner un conseil, éviter trop de copinage. C'est bien de faire des affaires en famille, ça peut être bien, ça peut avoir aussi ses contrariétés, mais faites-vous confiance, malgré tout, ça n'empêche pas de tout plancher par écrit. Je me rappelle que mon ancien RH, il me disait souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'aime bien. Tu dirais quoi toi là-dessus? Clairement. Parce qu'en final, quand tu veux faire pleinement confiance, tu vas forcément devant de grandes mésaventures. Tu vois ou pas? Ouais. Ça veut dire, tu ne veux pas te lancer dans un business et mettre ta réussite dans la main d'un autre. Moi, en tout cas, ça n'a jamais marché comme ça. Ça veut dire, ouais, tu fais confiance, mais contrôle ce qui se passe. Intéresse-toi à ce que tu fais, parce que nous, on a trop cette tendance à juste mettre des billes et attendre les retomber. Non. Mets tes billes, intéresse-toi, et toi aussi, apporte ta pierre à l'édifice. Si je ne m'abuse, on se connaît. Donc, mon frère. On sait un peu ce que l'un et l'autre font, etc. Toi, maintenant, sur tes projets qui seront à venir ou que tu es déjà en train de concrétiser, que ce soit dans ce bled ou dans ton bled d'origine. Mais avant tout ça, toi, tu te vois où toi, après toi, dans quelques années? Ça, c'est une question. Fais attention, madame, regarde la vidéo. Non, c'est une question délicate parce que c'est vrai que je me pose plein de questions, mais j'ai très peu de certitudes au final. Ouais. Donc, je suis dans pas mal je me suis diversifié un peu ici. Ok. J'essaie encore de me diversifier dans plusieurs activités. Ouais. Donc, dire aujourd'hui que je suis sûr de retourner au bled, ce serait faux. Ouais. Mais j'ai commencé à mettre un pied au bled aussi. En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en Afrique. Hein. Bon. Sur certains aspects, c'est plus facile, mais il y a d'autres problématiques auxquelles on fait face, qu'on ne connaît pas forcément ici aussi, quoi. Donc je suis en train de découvrir, je suis encore en mode découverte du bled. Ouais. J'ai fait plusieurs allers-retours. Ouais. J'ai commencé à voir 2-3 trucs, j'ai même eu 2-3 expériences déjà, Ouais. qui n'ont pas toujours été bonnes, mais comme je dis, plus c'est dur et plus tu apprends. Mais là aujourd'hui je suis vraiment dans l'entre-deux. Je continue ce que j'ai ici et je vois ce que je peux développer là-bas, on va dire. Notre relation qu'on a avec le bled, elle est un peu particulière. Tantôt on se voit ici, mais tantôt on se dit on peut pas laisser là-bas quand même. Parce que c'est la terre de nos darons, c'est parce que tu vois plein de trucs. C'est vrai, mais ça a beau être la terre de nos darons, ça comment dire, on ne crée pas forcément d'affinité obligatoirement avec cette terre-là. Si tu la connais pas, au final, ça peut être la terre de tes darons. Ce sera ta terre par ricochet, mais
Tu connais rien de cette terre. Et si tu connais rien de cette terre, tu ne sais pas ce que tu apprécies, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas. Donc, c'est trop facile de se sentir africain juste parce qu'on est noir, juste parce que nos parents viennent de là. Frère, si tu veux te sentir africain et connaître l'Afrique, on va sur le terrain. Moi, en tout cas, c'est mon conseil. Il ne suffit pas d'être noir et d'avoir des origines pour être africain. On va sur le terrain, on va voir de quoi tu parles, on va voir de quoi il s'agit vraiment, quoi. Moi, personnellement, j'avais plein d'idées reçues. Pourtant, je suis né en Afrique, hein, mais je suis arrivé très jeune. Donc, quand je suis retourné la première fois, j'avais plein d'idées reçues, plein de trucs sur l'Afrique. Mais la moitié de ce que je pensais connaître d'Afrique, c'était des conneries. Tu as un exemple? Moi, quand je suis allé, je me suis dit, ouais, l'Afrique, vas-y, c'est la haine, ils sont en retard sur tout. Ils ont du retard sur beaucoup de choses. Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas envie ici. Et je vais vous dire un truc, moi aujourd'hui, j'ai une intime conviction que la qualité de vie, elle n'est pas moins agréable en Afrique qu'ici. Ça, en tout cas, c'est moi, comment je les perçois là-bas. Les gens, ils ont moins, mais ils ne vivent pas forcément moins bien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de gens, ils m'énervent d'ailleurs, je le dis, ils m'énervent. Ils sont là, ils ont une idée en tête, et tu sais, avec cette heure de colon un peu, tu vois. Mais je pense que ça doit être la mentalité à la Cefran qu'on a. Et ils se disent, moi je vais faire ça. Et des fois, même mes oncles, ça, à mon avis, ils ont dû trop rester sur place. Ils ont une idée en tête, ils se disent, si je fais ça là-bas, ça va marcher. Mais en fait, ils font ça. Moi, je prends l'exemple moi, comme tu sais, moi je suis de Mauritanie, mais je vois, par exemple, si tu vas à Dakar, si tu fais ton SNESB, tu arrives de nulle part, tu te dis, tu as une idée en tête, tu l'as fait, ils vont jamais te laisser tranquille. Les marchands autour, tu peux pas venir rattraper et... C'est pas comme ça en fait, tu peux pas t'instaurer dans un business et manger la part, enfin, ouais. On sait qu'on mange pas la part des gens. Mais en fait, là où je veux dire, c'est arriver dans une démarche condescendante, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, dans le sens où ils ont l'impression que tu viens prendre leur part comme tu as dit en fait. Pas qu'ils ont, mais que la personne même dise, bon ça, je veux faire ça, c'est sûr ça va marcher là-bas. Et quand tu arrives, tu essayes, il y en a qui le font, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, et puis ils se rétament au sol. Penser sans avoir, comme tu disais, sans avoir exploré le rinté. En mode ça va être facile, voilà. En mode de la théorie à la pratique, ouais, ils ont un plan dans leur tête, voilà. Et ils s'imaginent qu'il suffit d'arriver sur place et de retranscrire leurs pensées. C'est ça. Ah non, c'est ce que je te dis, il y a des problématiques auxquelles tu vas même pas penser carrément. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Africain déjà, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est dans le DQ. Il est très court-termiste. Ça veut dire toi tu viens avec ta vision occidentale, tu te projettes, tu trucs. L'Africain il n'est pas dans ça. Ça veut dire quand tu arrives, lui il est très à court terme. C'est délicat, mais comme je te dis, c'est propre à chaque pays. J'ai pas envie de te dire que ce que moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, ça va être partout pareil en Afrique. Maintenant, faut aller sur le terrain, je pense. Faut aller sur le terrain et voir. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais toi qu'est-ce que tu as essayé toi là-bas? J'ai essayé le transport. Ouais, ça a marché? Non. L'Afrique, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Parce que moi, encore une fois, j'aime bien dire, mais je parle de ce que je connais moi. Ouais. J'ai essayé de bosser avec des inconnus, ouais. C'est risqué. Bah, tu sais pas quelle sauce ils vont te manger. Que les inconnus? Les inconnus, ça c'est le premier cas. Ouais. Mais ta famille, c'est tout aussi risqué. Parce que tu sais qu'ils vont te grailler aussi. Et souvent la famille même, ils ont cette légitimité pour eux de pouvoir te grailler, te manger. Quand je dis te manger, ça veut dire nuire à ton business. Ouais. Tu montes un business avec un cousin, il va dire ah lui il est en Europe. Vas-y, il fait pas. Si tu prêtes pas trop attention à ton business, il peut te couler ton business très rapidement. Parce que eux, comme je t'ai dit, ils voient à court terme. Aujourd'hui, il a une somme qui peut voilà, se mettre dans la poche. Il ne va pas penser sur le long terme. Ouais, il va me rapporter tant. Ça veut dire, ce que moi je préconise, si tu veux monter un business en Afrique, vas-y et sois sur place. Mais pas un business, monte pas un business en Afrique pour le mettre dans les mains de quelqu'un.
j'ai un Zinkou, on va dire ça comme ça, j'ai un Zinkou qui m'avait raconté une histoire farfelue. Il va peut-être venir me la raconter ici, mais il avait passé des thunes à un oncle, pas mal d'oseille. Et l'oncle, il a tout graillé. Maintenant, lui, énervé, voilà, il va en parler à ses darons. Et comme c'est le frère Ouadon à la daronne, notre Comas, et bah du coup, comment dirais-je, c'est pas qu'ils ont ignoré, mais en gros, ils ont fait comme s'ils ont dit bon, voilà quoi, ça devait lui appartenir, faut laisser, faut pas mettre d'embrouille, etc., etc. Et ça finit dans 9 cas sur 10 comme ça en Afrique. Parce qu'ils savent très bien que ça reste la famille, on va demander pardon, les anciens ils vont parler, et qu'au final, ça va se régler entre nous. Ouais. Souvent en Afrique, c'est ça, on essaie de régler tout entre nous. Mais c'est le fait justement de ne pas les mettre face à leurs conneries qui inciteront d'autres à faire la même chose derrière. Du coup, on s'approche tout doucement de la fin de cette interview. Toi, tu conseillerais, toi, à quelqu'un de se projeter là-bas? Si un jeune de quartier, un jeune de la street voit cette vidéo, toi, tu lui conseillerais quoi? Toi, s'il projette ou de faire un truc ici ou un truc là-bas? Après, j'aime pas faire des généralités, mais moi, pour moi, on a grandi ici. C'est pas tout le monde qui peut se lever et aller vivre au bled. Ouais. C'est vrai que moi, pour moi, la qualité de vie elle est agréable et tout, comme j'ai dit. Mais ça reste un changement radical. Et il n'est pas donné à tout le monde de le supporter, ce changement. Ouais. Moi, ce que je conseillerais, parce qu'on est beaucoup en tout cas autour de moi, à ne rien connaître de l'Afrique. Établis-toi ici, fais ce que tu peux faire ici, va voir ce qu'il y a à faire là-bas. Si effectivement tu arrives sur place, tu te sens à l'aise, tu te vois venir, parce que voilà, comme je te dis, tu ne peux pas monter un business en Afrique sans vraiment y être. Tu vas, si ça te correspond à toi. Franchement, il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup plus d'opportunités en Afrique qu'en Europe aujourd'hui. Tout est à faire quasiment là-bas. Il y a plein de trucs qui existent ici qui n'existent pas là-bas encore. Corda. Il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas se dire, un autre il l'a fait, moi je vais le faire. On est tous différents, on est tous sur des process différents. Il faut choisir celui qui te correspond à toi. Moi, personnellement, je pense que je pourrais repartir aujourd'hui vivre en Afrique. Ouais. Mais après, comme je t'ai dit, toi, tu as déjà été en Afrique, tu sais de quoi il s'agit. Mais quelqu'un qui va connaître l'Afrique qu'à travers ce que nous, on va lui dire, frérot, il va arriver, ça se trouve, il va déchanter. Il faut que les gens ils arrêtent leurs idées reçues, il faut qu'ils aillent sur place et qu'ils arrêtent leur condescendance. C'est important. Vous n'êtes pas plus brillant que... C'est ça aussi, c'est qui m'énerve. Vous n'êtes pas plus brillant que des gens là-bas. Ah, mais clairement, nous, j'ai un ami à moi qui les appelle les autochtones. Quand tu m'as dit, je te jure, mais quand tu m'as dit ça, elle les appelle les autochtones ou les natifs. Et quand tu m'as dit ça, ça m'a fait rire. Parce que directement, dans ma tête, c'est une connotation péjorative. Mais c'est pas forcément vrai de un. Et ce que tu viens de dire, c'est complètement vrai. C'est pas parce que nous, on va venir d'Occident qu'on peut faire mieux qu'eux. On va faire différemment, mais on ne fera pas forcément mieux qu'eux. Et surtout que pour tenir ton truc là-bas, il te faut un partenaire local. Donc, moi, j'avais parlé avec mon cousin au bled et effectivement, ils me renvoient des fois là-bas, ils disent que le problème des gens de là-bas, c'est qu'ils pensent mieux savoir que nous ce qu'on a besoin ici. Et quand on leur dit ça, ça marche pas, nous, il nous faut ça, ils n'écoutent que et ils ramènent et ça marche pas. Et ils se séparent. Moi, mon cousin, en tout cas, c'est son histoire. Mais inversement, nous aussi, des fois, on a l'impression de mieux savoir ce qui va marcher là-bas. On les écoute pas aussi. Non, c'est ce que je disais. Ah, j'ai cru que tu parlais. En gros, les gens de là-bas, on voit là-bas les gens d'ici, disent, mais vous, des fois, on vous dit que ça fonctionne pas, vous ne voulez pas entendre. Nous, on est sur place, on sait. Exact. Et vous, ils veulent pas écouter. Et ils font. Je suis complètement d'accord. Mais après, moi, comme je t'ai dit, j'ai tenté des expériences où j'ai suivi ce qu'on m'a dit sur place et je me suis cassé la gueule aussi. Et du coup, pour conclure, si tu avais une citation, dicton, un adage, quelque chose, une rime, une rime, c'est toi le rappeur, mon frérot. Ah, si. Non, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire. On est tous différents. Déjà, si je peux donner un conseil, parce que je crois que le but c'est de parler un peu à la jeunesse,
faut pas se comparer aux autres, t'as vu. On est tous différents. On n'a pas, comment dire, Dieu n'a pas le même planning pour nous tous. Il y a une expression qui dit en Côte d'Ivoire, les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. C'est-à-dire que c'est chacun son tour dans la vie. Aujourd'hui ça marche pour l'un, demain ça marchera pour toi. Il ne faut pas forcément te comparer à ce que les autres y font. Et c'est pas parce que les autres ils y arrivent avant toi que tu n'y arriveras pas. Il y a la phrase justement que j'aime beaucoup, c'est si tu juges l'intelligence d'un poisson, si tu juges l'intelligence du poisson rouge à sa manière de monter à l'arbre, il s'en tirera compte toute sa vie. En gros, ton poteau il peut être bon dans quelque chose, mais tu auras plus de difficultés. Maintenant tu seras bon ailleurs. Au final, il suffit de trouver ton truc. Chacun sa voie. Moi j'ai des gars à moi, ils ont percé, on était très jeunes. J'en ai d'autres, ils ont percé sur la fin. Je n'ai pas encore percé, mais j'espère percer. Donc faut pas se comparer aux autres. Ne mets pas la pression parce que tes gars ils y sont arrivés avant toi. On est tous différents. Faut avoir confiance en toi, bats-toi, lutte. Et ce qui est pour toi, tu finiras par l'avoir, frérot. Lourd. Non, ça, on est arrivé à la fin. Un grand merci à toi pour ce. Non, je te remercie de m'avoir invité. Bon. Ça fait plaisir. C'est toi, merci d'être venu. Non, c'est. Et c'est pas la fin. Tu vas revenir quand tu auras fait d'autres bails. Ah, j'espère. Si ça marche un jour, vraiment, je viendrai vous donner la recette avec plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci Merci à toi. Je te dis à la prochaine. On va se voir de toute façon. Ça roule. La famille.